Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de folie. Et oui, c'est une revue de lecture que je vais te proposer. Donc, si tu as bien capté un peu le rythme des épisodes, je sors un épisode le mercredi qui est une interview avec un expert ou une experte dans son domaine. Et puis le dimanche, c'est régulièrement des capsules solo qui peuvent revêtir plusieurs formes. Mais une fois par mois, il y a un dimanche où je te propose une revue de lecture. Donc le but, c'est de choper un bouquin, de le lire et de le décortiquer et peut-être le simplifier pour toi, sur les sujets, au maximum, que tu retrouves dans le podcast, c'est-à-dire investissement, business et réussite. Et ce livre, donc, c'est celui-ci, c'est l'Almanach de Naval Ravikant, donc qui est aux éditions Valeurs. Je fais un coucou particulier aux éditions Valeurs, avec lesquelles j'entretiens des liens très sympas. La personne, donc Fabien, qui m'a permis de récupérer le livre est vraiment trop cool. Donc big dédicace à elle. Tu vas voir donc ce livre aux éditions Valeurs, hein, tu peux le commander forcément sur leur site ou aux libraires de ton choix. C'est un livre qui fait environ 230 pages, grosso modo, bon, si tu comptes les annexes, la bibliographie. Il est plutôt, très sympa, très lisible. Voilà, il se lit bien. Il est un peu particulier, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Toujours est-il que ce livre, je l'avais lu, puis je l'avais abandonné. Enfin voilà, je le traîne depuis un moment, mais je sais qu'il est, très plébiscité par la commu et que surtout il fait beaucoup parler les gens. Tout le monde en a entendu parler un moment sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est top, on va pouvoir le décrypter. Let's go! Alors déjà, petite mise au point sur le livre, puisque comme je te le disais, l'almanach de Naval Ravikant n'a pas été, écrit par Naval Ravikant lui-même, mais par Erik Jorgensen. Donc Erik Jorgensen, qui est en fait un journaliste, et donc maintenant auteur. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Alors déjà, il a eu la très bonne idée de demander à Tim Ferriss de préfacer, le livre. Donc Tim Ferriss, si tu ne connais pas, il a notamment fait, La semaine de 4 heures et j'ai d'ailleurs fait une revue de lecture déjà sur un de ses ouvrages qui est top. Tim Ferriss explique d'ailleurs que pendant, qu'on lui a demandé de faire la préface, lui, il ne voulait pas, il veut jamais faire de préface, mais qu'en fait, Naval Ravikant est tellement un personnage unique, singulier et surtout avec un succès autant énorme qu'il ne pouvait pas, refuser l'offre de faire cette préface. Donc voilà, il nous fait une petite préface, très sympa et c'est surtout cool de se dire qu'il y a aussi un monument, du business et de l'entrepreneuriat qui préface. Donc pourquoi je te précise que c'est pas, Naval qui a écrit le bouquin? Parce qu'en fait, ça va du coup, décrire un petit peu la forme particulière qu'a l'ouvrage. En fait, Erik Jorgensen, qui est l'auteur qui s'occupe, du coup du livre, qu'est-ce qu'il a fait pour faire l'ouvrage? En fait, c'est tout simple. Naval a été, très, diffus et prolixe sur, en fait, la communication qu'il a faite par les réseaux. Donc il a beaucoup communiqué, notamment sur, Twitter, maintenant, devenu X et donc il faisait beaucoup de tweets et donc en fait, l'auteur va reprendre un certain nombre de tweets qu'il avait posés, et qui sont hyper parlants, hyper inspirants et il va venir, soit en reparler en fait avec Naval pour aller, plus en profondeur dans sa pensée ou dans ce que voulait dire, quel impact il voulait donner à son tweet ou bien tout simplement, Erik Jorgensen va venir commenter en fait tout ça avec ses recherches et tout le travail qu'il a fourni pour le livre. Donc si tu ne le connais pas bien, en fait, Naval, il a cofondé AngelList, hein, qui est une plateforme qui met en relation, des startups et des investisseurs. En fait, il est hyper connu puisqu'il a eu des investissements qui ont forcément, payé très fortement, notamment dans Twitter et dans Uber, mais pas que, voilà, des dizaines de startups sur lesquelles il avait plus ou moins eu le nez fin. Mais surtout, à force de travail et de sa philosophie finalement, il a réussi, à être très, très riche et à vraiment, bien réussir dans la vie. Donc voilà, tout le monde le connaît de loin, mais c'est juste que c'est une grosse fortune qui a bien réussi et donc forcément, il a des choses à nous apprendre. D'ailleurs, tu vas voir, en fait, sa philosophie, elle est orientée à travers, 3 gros points. La richesse et finalement, c'est quoi pour lui la richesse? Comment en créer? Voilà, c'est une vraie question qui se pose, à vous. Le travail et la productivité, c'est-à-dire la différence entre, vendre son temps ou, démultiplier, des choses, scaler des choses. Vous verrez que la notion de scalabilité sans que c'est à vous coûter du temps et donc du coup, d'énergie et à outrance, eh bien, c'est hyper important dans son ouvrage et dans l'ouvrage d'Eric, pardon. Et puis, il y a tout un chapitre autour du bonheur et du bien-être parce qu'en fait, tout ça,
Si on le met en perspective et qu'on prend un petit peu de recul, bah, c'est très bullshit par rapport au reste. Donc il faut, bien sûr être hyper aligné avec, sa notion et sa définition du bonheur et être bien pour, mener à bien des actions et donc on va détailler un petit peu, plus tout ça ensemble. Alors pour toi qui me regardes en vidéo, tu m'excuses un petit peu, mais je vais prendre pas mal, mes notes puisque j'ai voulu rester quand même assez fidèle aux propos, du livre et donc de Naval Ravikant. Ce qui est sûr, c'est qu'il commence directement par, en fait, sa notion de richesse qui, selon lui, se construit avec des actifs qui rapportent pendant son sommeil. C'est hyper important. En fait, un actif, si tu dois, te rendre quelque part pour échanger ton temps contre de l'argent, bah, c'est pas totalement un actif. Lui, il considère vraiment les actifs avec des choses qui, bah, te rapportent encore si même s'ils ne dépendent pas directement de toi et donc il va prendre plusieurs exemples sur le capital, en fait, qu'il travaille. Donc ça, c'est, notamment, par exemple, tes actions en bourse et ben, elle va continuer à te rapporter, des dividendes, ou à croître quand, tu dors, ou que tu es malade, que sais-je. Le cours de la bourse, et le cours des entreprises ne s'arrête pas, si toi, tu es en pause. Le deuxième point, c'est en fait les gens qui travaillent à votre place. Eh bien forcément, si tu, montes une entreprise et que tu arrives à déléguer, à construire de belles équipes qui vont, bah, construire ta richesse pour toi, c'est un vrai angle d'attaque. Le troisième point, qui est hyper important, ce sont les logiciels et l'informatique. Alors moi, c'est pas mon cas, il faut être, assez, ouvert à tout ce qui est, création, codage et cetera, mais beaucoup d'ailleurs remis en question aujourd'hui avec l'IA. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait, à peine coder ou qui a peu de connaissances en informatique, finalement, maintenant, peut élaborer des logiciels, des solutions qui vont peut-être valoir très cher parce que être très recherchées, par des entreprises, pardon, des industriels et cetera. Et puis le quatrième point qui lui, par contre, me concerne directement, c'est il, conseille fortement, d'élaborer des stratégies autour de médias puisque, la création de contenu aujourd'hui, bah, permet un certain nombre, de créations de valeur qui pourraient être infinies et puis une fois que tu as, enclenché, que tu as créé en fait du contenu, c'est démultipliable, énormément. Tu peux, en faire plein de formats et donc ça contribue grandement à ta marque personnelle, ton branding et à tout ce qu'il y a autour. Donc pour lui, c'est un levier important. Naval évoque très rapidement la notion du savoir spécifique, c'est-à-dire que si tu as un savoir que tu détiens, que tu ne trouves pas, forcément ailleurs ou en tout cas auquel tu n'as pas accès facilement. Je te prends un exemple, si moi demain je voulais créer mon podcast, je me rends compte en fait que c'est assez, compliqué de créer, de lancer, de diffuser un podcast et que quand je me mets à rechercher à droite à gauche, je me rends compte que finalement, il y a pas tant, de sources d'informations sur, ce que c'est un podcast, comment le créer et répondre à mes problématiques. Et bien du coup, l'aventure que je vais me créer en faisant mon podcast, je vais moi-même trouver des solutions. Potentiellement, il n'en existe pas aujourd'hui qui sont en libre accès pour se donner, ces informations et donc du coup, bah, j'ai une mine d'or dans les mains puisque j'ai appris quelque chose que je peux diffuser, que je peux à mon tour partager et donc ça peut te rapporter très gros. Généralement, tu as quelques pistes si en fait ta connaissance n'est pas disponible dans le parcours scolaire, au programme des écoles, dans une formation ou autre. Ça veut bien dire que l'accès y est très limité. Il vient rajouter derrière que la passion fait que vous allez forcément acquérir en connaissances spécifiques. Donc en fait, si tu es passionné par un sujet, tu vas forcément, rusher tout ce que tu peux en contenu, en rencontre, tout ce que tu veux et donc, bah, tu vas forcément vouloir apprendre et t'améliorer parce que tu seras dévoré, par une flamme en toi, bah, qui fait que tu kiffes et que tu as envie d'avancer. Donc parfois c'est inné, il dit, hem comme par exemple l'aisance relationnelle, la vente. Voilà, il y a des choses qu'on porte en soi de manière qui sont intrinsèques et si tu n'as pas, ça, au départ, bah, déjà tu pars avec un sacré, désavantage et souvent on voit que ça s'exerce en fait aux plus jeunes. C'est-à-dire qu'il dit que par exemple la vente ou l'esprit de négociation, dès la cour de récréation, tu peux le sentir en fait. Ces personnes qui vont peut-être négocier leur goûter ou leur bic, je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est des choses qui vont se sentir. Quelqu'un qui est introverti, même s'il peut effectivement explorer et tout, bah, à l'inverse, tu le mets en face de quelqu'un qui dès tout petit a vraiment de l'aisance relationnelle, a de la tchatche, a du répondant, bah, tu sais que cette personne, si elle continue en fait à travailler, à exploiter ce talent, bah, va devenir, génial dans ce domaine-là. Voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont déjà, innées et en tout cas, bah, qui sont déjà bien ancrées au plus jeune âge.
Il précise d'ailleurs que le savoir spécifique, c'est en quelque sorte, une étrange combinaison entre l'éducation unique qu'on a reçue et la manière dont on a répondu à ça. Il fait presque partie intégrante de notre personnalité et de notre identité et après c'est à nous de l'affûter. À l'inverse, voilà, il y a peut-être des choses qu'on a reçues, par exemple, le goût pour la lecture et puis on en a fait ce qu'on a voulu. Moi, j'adore lire, j'essaie de le transmettre à mes enfants, de partager cette passion avec eux via des histoires le soir, en leur apprenant des choses et cetera. Que ça soit à la fois, des fois des contes, mais des choses des fois un peu plus à travers le jeu, ludique. Bref, aujourd'hui, j'ai cette vocation-là à leur transmettre ça, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, bah, on verra s'ils ont attrapé cette passion et s'ils la nourrissent. Soit ils ont pris comme moi, la bonne maladie et on se met à dévorer, plein de bouquins, plein de sujets et être curieux de la vie, soit ils prendront un chemin différent. Dans tous les cas, on leur aura donné le pas. J'ai oublié de te préciser, mais en continuant, la revue de lecture, je me permets de te dire aussi que j'ai pris pas mal de choses en popcorn, donc bien évidemment, ça arrive dans le sens que de lecture du livre, mais voilà, parfois, tu as peut-être des choses que je vais dire qui arrivent un peu comme un cheveu dans la soupe. On s'en fiche, le but, c'était de comprendre un peu les grandes lignes et surtout, moi, ce qui m'a interpellé. Donc dans ce qui suit, il dit aussi que les intentions ne comptent pas, les actes si. Ça, j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait, je pouvais avoir ce problème-là de beaucoup être cartésien, de vouloir vraiment tout gérer dans les moindres recoins avant de lancer quelque chose. Or, tous, les bons entrepreneurs te le diront. En fait, peu importe, la préparation et ce que tu veux faire, ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'exécution, en fait, qu'elle soit rapide ou non d'ailleurs, c'est encore mieux si tu as une rapidité d'exécution. Mais à partir du moment où tu vas te mettre à exécuter, à délivrer, à créer, eh bien, c'est là que ça fait toute la différence parce que tu rentres dans le concret et tu matérialises ta décision. Donc je prends l'exemple de mon podcast. Effectivement, je l'ai préparé pendant 2, 3 mois. J'ai pensé à plein de choses, mais en fait, à bout d'un moment, tu es jamais prêt, totalement. Tu hésites toujours sur le nom, tu hésites toujours sur ta légitimité, sur ton format, sur ce que tu vas dire, sur plein de trucs. Sauf qu'en fait, tout se concrétise le moment où tu le lances. Ça a été le 9 octobre 2025 pour moi et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est top parce que tu prends plein de choses positives et après tu reviens construire au fur et à mesure selon, les inputs, les outputs et cetera. Mais si je ne l'avais pas lancé, je n'aurais pas pu, avancer sur le sujet et je serais toujours encore dans cette réflexion un petit peu, impalpable et ça ne m'aurait servi à pas grand chose. Donc je sais qu'on est nombreux comme ça à vouloir se lancer, notamment dans la création de contenu. Donc je n'ai qu'un seul mot d'ordre à te dire par rapport à ça, lance-toi et ose. Sans propriété, vous ne construisez pas votre richesse, même avec un gros salaire. C'est hyper important parce qu'en fait, tu as beau avoir un énorme salaire. Ce salaire-là, si tu le dépenses couramment dans plein de choses diverses et variées, en fait, tu as pas grand-chose qui va tourner ou qui va t'appartenir. Et en fait, ce gros salaire, il peut s'arrêter, du jour au lendemain pour plein de raisons. Tu peux avoir une problématique X ou Y, pardon, et te faire, licencier, te faire virer et dans quel cas, est-ce que tu es sûr de retrouver le même niveau de salaire et cetera? À l'inverse, tu peux avoir un problème, je te le souhaite pas, mais de maladie, être à l'arrêt pendant un long moment, et donc bah, tu seras couvert, par ton employeur, mais bon, à un moment ou à un autre, tu sais que ça va être problématique dans tes rentrées et dans ce qui dépend de toi. Hem voilà, tu veux avoir plein de choses qui fait que ton salaire, à un moment, il peut s'arrêter et donc ce qu'il veut dire par là, c'est que, le fait d'avoir de la propriété des choses, que ça soit dans l'immobilier, être propriétaire de son bien, être propriétaire des biens que tu as envie de louer ou être propriétaire d'un local commercial, être propriétaire quelque part d'une entreprise puisque tu as acheté des actions et ben, la notion de propriété fait que tu ne seras jamais, trop dépendant et que tu vas pouvoir construire et récolter des fruits, bah, d'investissement de finalement ton argent que tu as placé. C'est pour cela qu'il te précise: «N'échangez pas votre temps avec de l'argent, continuez ou achetez du capital dans une constituez pardon ou achetez du capital dans une entreprise de différentes manières». Mais c'est un très gros levier pour lui. D'ailleurs, pour lui, il y a 3 leviers pour scaler. Le premier, encore une fois, c'est le capital, donc tout ce qui est lié aux finances, par des dividendes, par de la croissance d'entreprise. L'humain, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué et chronophage, donc il faut vraiment avoir des skills là-dedans ou avoir envie de s'y jeter, à corps perdu parce que c'est plus complexe. Et puis tu as les produits dont le coût marginal de réplication est nul, ce qui est le meilleur. Donc là, on vient remettre la catégorie finalement, digitalisation, informatique, codage, mais aussi
création de contenu, même si on sait que création de contenu, il y a quelques nuances parce que ça peut demander du temps. C'est la façon après dont tu vas, t'en servir et le démultiplier qui va être important. Donc il dit également, si vous voulez recourir au levier du travail, il faut que les gens acceptent de vous suivre, ce qui n'est pas évident. Si vous voulez recourir au levier du capital, il faut que quelqu'un vous donne de l'argent et que vous pourrez investir ou transformer en produit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est il montre aussi les interdépendances qu'il peut y avoir. Alors, moi, j'ai été manager pendant longtemps, donc je sais qu'il est très compliqué, de faire avancer tout le monde dans le même sens, de fédérer et voilà, d'avoir un bloc, commun pour, créer de la richesse. C'est pas, toujours si simple, c'est un vrai métier et autre chose qu'il évoque aussi, c'est que, si tu veux demain, pouvoir, placer de l'argent de manière assez importante et faire fructifier, il faut de toute manière faire appel à, des investisseurs et pouvoir, récolter de l'argent auprès d'eux. C'est très simple, hein, aujourd'hui, si tu veux, vivre par exemple de placements en bourse, ça se juge pardon, à plusieurs centaines de milliers d'euros. En fait, aujourd'hui, en dessous de 300 000 à 400 000 € en bourse, tu peux pas, rien qu'avec des dividendes, espérer un salaire, minimum décent. Tu auras peut-être quelques réussites, quelques, bons coups, mais si tu veux t'inscrire ça sur la durée, il te faut de toute manière un capital de départ et donc le fait de récupérer de l'argent auprès d'investisseurs peut être un bon moyen. Donc forcément, créer des programmes informatiques, écrire des livres, enregistrer des podcasts, il le dit lui-même, tweeter, poster des vidéos sur YouTube, nulle autorisation pour cela, de formidables niveleurs de levier. Voilà, en gros, il cite souvent, je ne sais plus quelle personne, qui dit que donnez-moi un levier assez long et je vous soulèverai la terre. Je me demande si c'est pas Galilée, quelque chose comme ça. Bon, bref, toujours est-il qu'il parle beaucoup de leviers, avoir les bons leviers, ça te permet d'être très puissant dans, ton business. Il dit que vous ne deviendrez jamais riche en louant votre temps, donc on a déjà parlé, il revient énormément dessus. Puis après, c'est assez intéressant, il nous parle en fait de dire que si vous méprisez la richesse, elle vous fuira. Moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent également. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, notamment en France beaucoup, qui méprisent la richesse. On a été habitués en fait par les médias à mépriser les riches. «Ah, il est riche, il paye pas assez d'impôts, il va se défiscaliser» ou «Il est riche, il est de bonne famille». Et en fait, on a une espèce de culture, du mépris, de la jalousie envers ces gens-là. Alors qu'au finalement, si on prenait peut-être un regard différent, qui est peut-être plus proche de celui des États-Unis parfois, à dire: «Well done, good job, tu as réussi, franchement, chapeau à toi, respect» et qu'on se posait les bonnes questions de dire: «Ah mais comment il a réussi? Qu'est-ce qui est peut-être duplicable, à mon histoire?» parce que chacun a sa propre histoire, mais qu'est-ce que je peux retenir de ça? Est-ce que j'ai des choses que je peux télescoper? Voilà, à force d'interroger les gens, peut-être que du coup, on va apprendre et également on se place du coup dans un mantra totalement positif, de dire que c'est possible, que, si moi, à mon humble niveau, je me bouge un peu, je me décarcasse et j'apprends, j'actionne et cetera, j'ai toutes mes chances pour m'en sortir et donc le positif, selon la Naval Ravikant, appelle le positif et donc appelle la réussite. Alors d'ailleurs, Naval enchaîne comme ça, je te lis la citation: «La création de richesse est un jeu à somme positive, le statut est un jeu à somme nulle. Ceux qui dénoncent la richesse, entre parenthèses la jalousie, cherchent seulement à rehausser leur statut». Et oui, en fait, à quoi sert de dénigrer si ce n'est de dire, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est pas bien ou c'est pas correct parce que et donc de te remettre en position de: «Moi, je suis meilleur parce que». Voilà, en fait, c'est peut-être juste un jeu de qui on est, de qui on veut être ou qui on n'arrive pas à prétendre. Donc c'est hyper intéressant, d'avoir ce regard-là. Alors il enchaîne, tout de suite avec d'ailleurs deux trois pages derrière, je crois. «Au début de l'âge adulte, nous prenons tous 3 décisions capitales: notre lieu de vie, notre partenaire de vie et le métier que nous allons exercer». Hyper pertinent encore une fois ces propos puisque, le lieu de vie, je trouve ça très vrai en fait. Quand tu vas te mettre en fait à chercher des opportunités business, l'endroit où tu vas être, tout simplement conditionner, le travail que tu vas trouver en tant que salarié ou en tant, qu'entrepreneur. Tout simplement, si tu restes dans une toute petite ville
toute petite campagne et cetera et que tu n'as pas décidé, d'avoir un business d'agriculture ou que sais-je, eh bien, tu vas te limiter, à de la clientèle, à de la cible, tu vas te limiter dans ce qui est possible de faire et cetera. Si en revanche, par rapport à ce que tu vises, tu vas aller, dans une ville aux États-Unis, dans la Silicon Valley pour, t'ambiancer sur des trucs très tech, si tu vas aller comme moi, sur l'île pour travailler en grande distribution, qui est le bastion quand même de la grande distribution avec le groupe Mullier entre autres, si tu es dans une ville qui, fournit un peu plus de monde, hem, voilà, tu es, au bon endroit. Eh bien, tu as aussi des villes où il y a forcément des écoles avec des meilleures spécialités. Eh bien, si tu refuses cette mobilité, si tu refuses d'aller chercher en fait la réussite et le talent où ils sont, eh bien, tu te prives de plein de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui des étudiants, quand tu regardes, notamment en école de commerce, ils font, leur première, deuxième année, dans une école à tel endroit et puis ils n'hésitent pas à bouger, à se spécialiser, dans une autre école de commerce à un autre endroit totalement, à part, soit en France, soit à l'étranger. Ils n'hésitent pas à aller faire des stages, à l'étranger, dans le meilleur de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui dans leur domaine et c'est comme ça qu'en fait ils vont, juste gaper de fou et aller chercher de la compétence. Par rapport aux partenaires de vie, alors ça peut être partenaire de vie, mais aussi entourage, hein. On le dit toujours, nous sommes, la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Forcément, si tu fréquentes des gens, qui sont très actifs, qui vont, faire du sport, tu as de fortes chances de faire du sport toi aussi, d'aller les accompagner et voilà, d'essayer de rester en bonne santé. Et bah, c'est pareil pour le business. Si tu rencontres des gens, que tu fais, des, networking, des réseaux d'affaires, que tu t'intéresses, que tu es avec des gens qui entreprennent, qui n'ont pas peur d'entreprendre ou qui sont dans des grosses boîtes et bah, forcément, je pense que tu as toutes tes chances pour que ça te tire vers le haut et puis forcément, le métier que tu vas exercer et bah, va te mettre aussi dans des milieux sociaux tels que, bah, ça va un petit peu écrire ta destinée. Donc bah, soit tu en es content et tu continues dans ce sens-là, soit tu peux aussi en sortir, comme moi j'ai fait et changer complètement de voie pour, bah, réécrire ta propre histoire. Et justement, par rapport au métier, il parle un petit peu de la retraite et est très critique là-dessus. Il dit qu'en fait, la retraite, c'est quand vous cessez de sacrifier votre présent au nom d'un avenir imaginaire. Du moment que votre présent forme un tout cohérent en soi, vous êtes à la retraite. En fait, c'est vrai, hein, vous allez travailler pendant combien de temps pour espérer avoir quelques années à profiter pleinement de la vie? Il faut vraiment y réfléchir parce que moi, je pars toujours du principe que la vie est courte et surtout, on ne décide pas de quand elle s'arrête. Donc peut-être que la retraite, on n'y aura pas le droit, soit parce que, bah, la vie, va décider autrement et va s'écourter, soit parce que peut-être le système de retraite sera aussi, en, perdition, mais ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il que arrêtons d'espérer et d'attendre de l'avenir. Il faut mieux vivre le moment présent. Donc aujourd'hui, est-ce que par rapport à ton why, tes valeurs, ce que tu attends de ton équilibre de vie, tu es aligné ou est-ce que non? Et dans quel cas, bah, faut peut-être, revoir la copie. Ce qui est sûr, c'est que, il faut en fait dès l'instant présent avoir un tout cohérent. Alors je dis pas non plus que partir à Phuket et siroter des cocktails, non. Je dis juste par rapport à ce qui te passionne et ce que tu as envie de faire de ta vie tous les jours, bah, charbonner dans un métier et pour avoir des objectifs, en tout cas des répercussions qui te tiennent vraiment à cœur, chacun a sa vision. Toujours est-il qu'il faut bien être aligné pour, ne pas attendre cette retraite qui est finalement quelque chose de fictif. Il fait un petit point d'ailleurs à plusieurs reprises sur la lecture et là, je ne peux que kiffer ce que dit Naval, étant un grand lecteur, à mes jours perdus. Il dit: «Lisez ce que vous voulez jusqu'à ce que vous aimiez lire» et en fait, bah, c'est très vrai. Il enchaîne également avec: «Tant que j'ai un livre en main, je n'ai pas ce sentiment de perdre mon temps». C'est une citation de Charlie Munger, le bras droit, hein, qui était de Warren Buffett, qui est décédé depuis, mais qui était un grand forcément, dans la bourse et la finance. Si un livre a été écrit pour faire de l'argent, ne le lisez pas. Donc juste pour reprendre ses propos, moi c'est pareil quand j'étais, plus jeune, je galérais à lire. Je lisais une page, en fait, mon esprit était ailleurs, donc en fait, il fallait que je recommence 5 fois la même page, et bah, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à intégrer. Parce que j'avais pas forcément découvert les livres qui me plaisaient et puis, je crois que c'était courant de ma première année, de lycée. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus, à la littérature et j'ai lu des ouvrages plutôt courts, des petits récits, des petites nouvelles, mais qui m'ont vraiment plu dans l'histoire et donc en fait, ça m'a invité à en lire de plus en plus et donc je pense qu'il dit c'est hyper important. Si vous avez une passion pour la cuisine, pour le sport, pour les jeux vidéo,
lisez des bouquins en partant de votre passion et vous verrez que forcément vous allez dévorer les bouquins et qu'au fur et à mesure, vous allez prendre plaisir à trouver des thématiques dans les bouquins que vous ne trouverez pas ailleurs. Ce qui va vous aider à être curieux et aimer ce format. Si un livre a été écrit pour de l'argent, ne le lisez pas. Mais il a aussi raison là-dessus. C'est-à-dire que en fait, tu as énormément de bouquins, notamment dans les thématiques investissement, business et réussite, qui sont juste faits soit pour, faire du pognon, même si on fait pas, beaucoup de pognon avec un livre, soit pour du coup, vendre derrière un programme, asseoir en fait la notoriété de la personne pour, vous faire adhérer, derrière à son business, à son programme, à sa formation, que sais-je. Eh bien, si c'est ça, ça veut dire que la valeur distribuée dans le bouquin va pas forcément être super géniale. Donc lisez plutôt des bouquins, de grands auteurs, de gens qui ont traversé les décennies, voire les siècles et qui n'ont plus rien à vous vendre et il y a de fortes chances que vous ayez plus à apprendre dans ces ouvrages-là. Truc assez rigolo aussi, c'est qu'il dit: «Il n'y a pas les instruits d'un côté et de l'autre les personnes qui sont non instruites. Il y a juste ceux qui d'un côté lisent et de l'autre côté ceux qui ne lisent pas». Moi ça me fait, rire, parce que c'est vrai que quand tu lis et que tu es très curieux, tu apprends énormément de choses. Donc ça veut pas dire que tu es intelligent, hein, je différencie. Je pense que ça veut dire surtout que tu es un peu plus cultivé puisque tu as appris plein de choses. Moi je nuance ces propos parce que je pense que tu peux te cultiver pas que en lisant, tu peux te cultiver énormément, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, des choses, intéressantes qui sortent aussi du divertissement, voire même des fois tu as des divertissements qui peuvent faire partir de la culture. Donc c'est très large. Par contre, ce sur quoi je le rejoins, c'est qu'il faut faire preuve de curiosité dans la vie si tu veux apprendre et t'améliorer. À partir de la page 120, Naval va beaucoup plus évoquer des choses autour de la philosophie du bonheur, du bien-être et comment être heureux. Il nous dit, régulièrement que être heureux finalement c'est un choix et que même si tout semble indiquer le contraire, nulle force extérieure n'agit sur vos émotions. Il dit qu'en fait, si, tu veux être heureux, il faut aussi que tu acceptes de parfois être malheureux, d'être moins bien et qu'en fait, il n'y a pas, une accessibilité au bonheur infini et toujours être sur un statut de bonheur, qui ne bouge pas. En fait, ton esprit, la façon dont est composée la nature humaine fait qu'en fait, tu auras toujours des hauts et des bas et en fait, là où tu vas réussir un peu plus à être heureux, c'est à mieux gérer et à considérer les moments où tu es en bas puisqu'en fait, c'est des moments normaux. Donc voilà, il faut que tu te rattaches peut-être à d'autres choses. En tout cas, tu as une manière de gérer ces dons qui fait que tu auras une moyenne beaucoup plus heureuse dans ta vie. Et puis à l'inverse, les moments qui se passent très bien, il faut vraiment que tu en prennes compte et que tu te satisfasses et que tu apprécies ces moments de joie et de bonheur. Une phrase aussi qui est assez choc, c'est: «Avoir des envies, c'est faire le choix d'être malheureux». Eh bien, je peux comprendre cette phrase tout simplement parce que si tu le remets dans une société déjà hyper, matérialiste et de manière plus large sur des choses de viser des choses qui sont peut-être inaccessibles ou difficiles à atteindre et effectivement, tu espères toujours des choses dont tu n'as pas et donc tu te mets dans une position, malheureuse pour rien. On va prendre l'exemple plutôt matérialiste où la personne qui vise telle maison, qui vise telle voiture, et puis quand il a tel modèle de voiture, en fait, ça lui suffit pas, il veut encore un modèle au-dessus. On peut avoir dans ce monde un peu consumériste de toujours avoir le nouveau truc ou le truc au-dessus, cette escalade un peu de la violence du matérialisme et du consumérisme. Arrête de vouloir toujours plus en fait. Si aujourd'hui tu as une voiture, qu'elle roule, qu'elle est en bon état de fonctionnement, finalement c'est très bien, tu peux te déplacer. Est-ce que le but c'est pas justement de pouvoir te déplacer? Voilà, peut-être aussi, se rattacher, à des choses que tu as bel et bien et qui, valent plus le coup. Aujourd'hui, peut-être que tu as la santé, que tu fais du sport et que tout va bien dans ta vie, alors qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes qui n'ont pas demandé en termes de santé. Donc voilà, je pense que arrêtons d'avoir des chimères, des utopies et d'en vouloir toujours plus. Ralentissons un peu, slow down comme on dit et profitons de ce qu'on a. Quelques lignes derrière, il nous explique la théorie des 5 chimpanzés. Parce qu'en fait, on peut prédire le comportement d'un individu, avec, 4, autres, dans sa cohorte, hein, dans son groupe. Donc c'est un peu ça. Scientifiquement, on s'est aperçu que, si on observait, le comportement de plusieurs individus, d'un même groupe, d'une même cohorte, on allait pouvoir décrire, les attitudes à venir, le comportement du cinquième. Ça répond encore une fois à la phrase, au fameux adage: «Nous sommes, la somme des 5 moyennes qui nous entourent». Eh bien, Naval considère que ça s'applique réellement à l'homme et donc, encore une fois,
entoure-toi des bonnes personnes par rapport aux envies, aux objectifs, au style de vie que tu souhaites. Tu verras, ça se fera tout seul après. Vers la fin de l'ouvrage, Naval, il nous parle de l'activité physique, par exemple, mais en gros des objectifs de manière globaux. En tout cas, il utilise l'exemple de l'activité physique. Il dit que quand on aura décidé que quelque chose est notre priorité ultime, eh bien, on le fera forcément. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et si on a 10 ou 15 priorités différentes dans notre besace, on n'en attaquera jamais aucune. C'est hyper pertinent, en fait. On n'est pas, des, surhumains, on ne peut pas tout faire et donc en fait, il faut, vraiment choisir ses combats, je pense. Moi, un des combats du moment, c'est le podcast et le développement de mon activité et bien, je vais m'y tenir et si, en fait, tu, te dis, par exemple, que, le podcast, tu as envie d'en lancer un et que c'est ta priorité, mais que tu ne l'as toujours pas lancé, c'est forcément que cet objectif, cette envie n'est pas assez forte pour toi dans tes priorités pour que tu aies eu le déclic. Si vraiment quelque chose est prioritaire pour toi, tu dois le mettre tout en haut de la liste et te donner tous les moyens et l'énergie possible pour aller le chercher. Peut-être que tu fais trop de choses, que tu es trop éparse. Bah, si tu as envie d'être, un bon, parent, un bon conjoint, un bon, sportif, un bon entrepreneur et qu'en même temps tu veux du temps pour jouer, pour lire, pour voyager, voilà. Alors je dis pas qu'on ne peut pas combiner des choses, bien évidemment, mais tu peux pas, comme il dit, en combiner 10 ou 15. Donc il faut aussi que tu saches faire le deuil sur des choses où tu ne peux pas être partout. Tu peux dire, «Bah, ça je le ferai peut-être à une autre étape de ma vie» ou avec moins de réussite, moins de rigueur que mes priorités. Mais du coup, rechoisis bien tes priorités et pose-toi la question finalement: «Pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que je me projette pas dans un idéal, un truc en fait qui n'est pas moi, qui n'est pas, ce que je recherche, qui ne va pas aboutir finalement sur le style de vie que je veux au fond? Pourquoi je fais ça clairement?» Repositionne-toi bien et choisis correctement tes priorités. D'ailleurs, ici, son ami Jerry Gregorek qui nous lâche une grosse punchline qui est: «Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile». Elle est très simple à comprendre cette punchline et hyper percutante. En fait, si aujourd'hui tu ne prends pas de grosses décisions, tu ne prends pas des choix difficiles, tu ne décides pas de sortir de ta zone de confort, de travailler un peu plus, de travailler sur des choses que tu n'aimes pas, de travailler sur des choses où tu te sens pas compétent, tu n'es pas bien affûté, de parfois finir tard le soir, d'avoir le petit effort supplémentaire, d'aller vers des gens que tu ne connais pas et cetera et cetera. Il y a plein de choses comme ça. Si tu ne te forces pas aujourd'hui à faire tout ça qui est plus dur, et bah, demain, tu ne pourras pas aspirer à quelque chose de meilleur. Si tu le fais, il y a de fortes chances que tout ça vienne se consolider et que tu aies un avenir beaucoup plus radieux sur ce que tu prétends. Si à l'inverse, bah, tu fais des choix faciles, de te coucher plus tôt, de ne pas aller rencontrer cette personne, de ne pas, déployer plus d'énergie parce que tu te sens, fatigué, eh bien, il y a pas de souci. Mais du coup, forcément, il risque de ne pas avoir de répercussions dans tes attendus. Donc comprends un petit peu ce 2 poids, 2 mesures, mets, les moyens et l'énergie en face de tes ambitions, tu auras d'autant plus de bons résultats. Naval vient d'ailleurs enfoncer le clou en te disant: «Quoi que ce soit que vous voulez faire plus tard, faites-le maintenant, car le plus tard n'existe pas». Et oui, bah, en fait, le meilleur moment pour, faire quelque chose, c'est toujours hier et il n'y a jamais de bon moment. On dit toujours: «Ouais, j'aurais dû faire ça il y a 5 ans, 10 ans». Ouais, mais il y a encore des personnes qui, font ça maintenant et qui pourront te le dire, la même chose dans 5 ou 10 ans. Si tu as envie de quelque chose, que c'est une ambition hyper forte pour toi, lance-toi et c'est seulement par ta rigueur, par, ton ta discipline et le fait que tu vas être patient, que tu vas maintenir l'effort dans le temps, que dans 5 ou 10 ans, tu pourras dire: «Bah, je l'ai fait, j'ai atteint un autre niveau et ça y est, tu as réussi à acquérir ce que tu voulais». Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, revue de lecture sur l'almanach de Naval Ravikant, écrit par Eric Jorgensen, pardon. Ce livre qui est vraiment très sympa en termes de mindset, de philosophie, avec encore une fois ces 3 piliers, richesse, création de valeur, et qui finit par tout ce qui est bien-être, philosophie de vie, un peu plus, mindseté, et philosophe. Mais voilà, on en parle énormément partout. J'espère que je t'ai apporté des clés de réponse et surtout l'envie de le dévorer et d'aller le lire toi-même pour t'en faire ton propre avis. C'est un bouquin qui se lit très facilement, donc je te conseille, bah, de l'acquérir et puis, de le kiffer comme moi j'ai pu le kiffer. Si jamais tu as d'autres envies de lecture, là je réfléchis pour la prochaine,
Il y a plein de bouquins, j'ai un backlog de malade. Mais si toi, tu as vraiment un livre que tu as envie que je décrypte, eh bien, mets-le-moi en commentaire, s'il te plaît. Ça me fera un grand plaisir d'aller l'étudier pour toi et de te partager mes retours. Si tu es resté jusqu'à la fin, je suis obligé de te remercier 1000 fois. C'est grâce à toi que ma chaîne grandit. Merci d'être fidèle au poste et de m'écouter épisode après épisode. N'hésite pas à interagir, me laisser la note de 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait, ou bien juste un petit like si tu es sur YouTube. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.